C'est un sujet épineux de se libérer de son moi toxique parce que ça veut dire qu'on admet que finalement notre pire ennemi à certains moments c'est nous-mêmes et que on est très très fort pour scier la branche sur laquelle on est assis et sur laquelle on s'est donné beaucoup de mal à monter. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Mais une fois qu'on l'a admis, en même temps, on peut redevenir tellement acteur de sa vie que ça vaut le coup. Est-ce que vous auriez la gentillesse, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas forcément, de retracer en quelques mots votre parcours, parce qu'on va parler de vos ouvrages, de votre travail, mais peut-être votre parcours, votre expérience qui vous a amené à créer ce contenu aussi pertinent et aussi concernant. Alors en fait, moi je suis psychologue et psychothérapeute, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants. En réalité, j'avais l'intention de devenir psychologue et psychothérapeute dès l'âge de 11 ans. Donc la question de la démarche introspective et de soigner l'autre sans médicaments, mais par la parole et par une écoute et par une attention était déjà très présente quand j'étais adolescente. Ouais. Alors les vocations, ça vient pas de nulle part. Je venais d'une famille assez dysfonctionnelle et j'en parle dans un de mes livres qui s'appelle L'Antimère. Et donc j'avais vraiment cette vocation chevillée au corps. Et puis j'ai passé le concours de l'école des psychologues praticiens. Je suis devenue psychologue avec une spécialisation en psychopathologie. J'ai travaillé en psychiatrie. Je me suis installée à mon compte en libéral en 2006. Évidemment, au fil de mon travail sur moi, parce que quand on prétend soigner les autres, il faut quand même avoir démarré assez tôt un travail sur soi. J'ai bien compris que ce qui me jouait des tours, c'était pas tant le monde extérieur que des parties de moi qui avaient intériorisé des croyances, une image fausse de moi, une image fausse de la relation à autrui, et que finalement le connais-toi toi-même socratique, il était la clé de beaucoup de sérénité. Et donc j'ai écrit un premier ouvrage qui s'appelait Découvrez vos super pouvoirs chez le psy, chez Erol. Ouais. L'idée, c'était de vulgariser et de rendre accessible, tout en lui rendant ses lettres de noblesse, la démarche « Coucou Jean-Dominique, tu es revenu ». La vie est pleine d'imprévus. Bonsoir à tous. Et donc, de redonner ces lettres de noblesse à l'introspection, qui était parfois vue comme une démarche très nombriliste et égocentrique, ou très gnangnan et victimaire et sentimentale, ce qu'elle n'est pas du tout. Et donc, j'avais envie de dire aux gens, si vous prenez conscience que, au moins de manière inconsciente, vous êtes en partie responsable de ce qui vous arrive, vous allez sortir du désespoir et de la passivité, vous allez pouvoir redevenir acteur de vos relations. Donc, j'ai d'abord écrit ce livre, Découvrez vos super pouvoirs chez le psy, et puis à l'époque, c'était chez Erol, et à l'époque, j'avais écrit dans 2 ouvrages collectifs pour les éditions Larousse. Et donc Larousse m'a appelée en me disant « Marie-Estelle, il faudrait faire la suite de votre bouquin, vraiment sur la notion d'auto-sabotage et sur comment on peut être son pire ennemi et pourquoi on scie la branche sur laquelle on est assise. » Et j'ai trouvé l'idée très intéressante et donc j'ai écrit Se libérer de son moi toxique qui est sorti en 2017 une première fois et qui est sorti l'année dernière en poche. Voilà, et qui a très très bien fonctionné, notamment au moment du confinement où je pense que les gens avaient envie d'exploiter ce bouleversement et ce trauma collectif pour comprendre des choses puisqu'ils se retrouvaient à huis clos avec leurs proches, donc c'était le moment de bosser sur soi, de faire des exercices pratiques pour pas passer son mari par la fenêtre. Et donc voilà, donc le livre est venu comme ça. Donc, ça veut dire, avant de parler, de passer la parole à Jean-Dominique et de lui souhaiter la bienvenue, évidemment, nous sommes extrêmement nombreux ce soir, donc je vois qu'il y a énormément de questions qui arrivent, hein, donc on les posera au fur et à mesure. Mais ça veut dire, Marie-Estelle, si j'ai bien entendu ce que vous avez précisé, c'est que c'est pas la faute des autres, ça peut être la faute des autres, mais c'est aussi en partie notre faute aussi. C'est-à-dire que on doit faute, peut-être que le mot n'est pas adapté en tout cas, c'est nos responsabilités. C'est-à-dire que le fait de poser le problème comme unilatéral et totalement externalisé en disant je suis entièrement victime de la situation, ça nous tire vers le bas parce qu'on ne peut rien en faire. D'accord, c'est ça. Alors que si on se dit en tant qu'être humain, ma liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je n'ai pas choisi, on se remet dans une position dynamique. Donc bien évidemment que l'enfant ne choisit pas d'avoir des parents maltraitants. Je suis pas en train de dire des grossièretés sur l'inconscient humain. Bien évidemment qu'il y a
notre jeu de départ qu'on ne choisit pas. On choisit pas notre place de la fratrie, on choisit pas dans quelle société on arrive, on choisit pas si on a des parents maltraitants ou bienveillants, etc., etc. Mais devenir adulte, c'est dire qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je garde, c'est le trier le bon grain et l'ivraie, et comment je me positionne par rapport à tout ça. Parce que finalement, bien sûr, il y a des bourreaux et on peut tomber sur des prédateurs et sur le mal absolu, et ça nous arrive dans la vie de croiser la figure du mal absolu. Néanmoins, à minima de manière inconsciente, qu'est-ce qui est engagé de moi quand je fais à nouveau une erreur de casting et que je retombe sur quelqu'un qui me fait souffrir? Vous reproduisez les schémas, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que je permets à l'autre de me traiter de cette manière? C'est une question très importante à se poser parce que c'est même ce qui fait qu'on va pas sortir complètement déglingué d'un divorce, parce qu'on aura compris que peut-être il y a des choses qu'on n'a pas réglées dans nos blessures et que donc elles sont venues se rejouer sur la scène du théâtre conjugal ou amical ou professionnel, et que si on travaille sur soi, on va pouvoir attirer d'autres situations et d'autres types d'interactions. Bon. Vous imaginez ce soir, chers amis, le discours passionnant et le webinaire passionnant qu'on va vivre. Alors Jean-Dominique, au-delà de ce petit problème technique, bon, j'imagine que beaucoup de personnes vous connaissent évidemment ce soir, mais peut-être recontextualiser en quelques mots vos actions. Et surtout, ma question, c'est quel est le lien? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le discours de Marie-Estelle? Qu'est-ce qui a fait que vous avez envie de faire ce webinaire et toute une suite de programmes qu'on va évoquer un petit peu plus tard? Merci beaucoup Frédéric, désolé pour le retard, interférence technique sur la ligne. Très heureux de vous retrouver Frédéric, et bien sûr toi Marie-Estelle. Effectivement, moi je suis anthropologue de la santé avec une spécialisation essentiellement en santé mentale, c'est-à-dire que j'ai travaillé toute ma vie à voir quels étaient les besoins de santé mentale de la population et de quelle manière les dispositifs de soins y répondaient de manière plus ou moins adéquate et avec plus ou moins de bientraitance ou de maltraitance de populations déjà fragilisées. Et puis la suite, elle est un peu connue maintenant, c'est-à-dire que quand la crise sanitaire est arrivée, étant donné que je suis épidémiologiste des maladies non infectieuses, mais enfin c'est les mêmes principes, j'ai tout de suite repéré qu'il y avait des choses qui étaient totalement aberrantes dans la réponse qui était donnée. Et donc je me suis fait connaître sur cette scène, mais pour mettre en lumière les incohérences absolues de ce qui était infligé, et puis avec comme préoccupation, vu que c'est ma sensibilité et mon cœur de métier, le fait de dire, mais on est en train de provoquer un désastre en santé mentale dans la population, sans aucune raison qu'il justifie. Et donc voilà, je suis monté au créneau assez vigoureusement, ce qui m'a valu accessoirement de perdre mes sources de revenus et mes emplois, parce que comme tous ceux qui ont fait ça, ma foi, j'ai pas pu rester en poste parce que mon discours était devenu très dérangeant pour les autorités. Mais c'était un mal pour un bien, parce qu'en fait, ça faisait plusieurs années que je caressais le projet de proposer des programmes de formation en ligne, comme ça se fait de nos jours, sur des thèmes qui puissent vraiment être utiles aux gens là où ils en sont. Et donc, j'ai saisi cette occasion pour franchir le pas, et donc ça fait une année maintenant que je suis dans cette activité. J'ai proposé moi-même un certain nombre de programmes, et au fond, je crois que si nos sociétés sont parties tellement en vrille, c'est aussi parce qu'il y a peu d'ancrage individuel et collectif pour rencontrer la réalité dans sa complexité et éviter de partir dans des fantasmatisations, a fortiori quand des figures d'autorité nous font croire des choses qui sont complètement fallacieuses. Et donc j'ai proposé quelques programmes basés beaucoup sur les neurosciences et l'anthropologie appliquée. Et puis j'ai comme autre caractéristique, à côté de ne pas supporter l'injustice, d'avoir l'admiration décomplexée. Donc, il y a des gens que j'ai appris à connaître et pour lesquels j'ai une immense admiration. Je pense à des personnes comme Alexandra Orion-Caude, généticienne extraordinaire, comme Christian Perron, médecin de santé publique, comme Ariane Biran, docteur en philosophie et en psychopathologie. Et puis, quand il y a des gens comme ça que j'admire, j'ai envie de faire connaître leur travail et de partager mon enthousiasme pour leurs propositions. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris connaissance des prises de parole de Marie-Estelle, beaucoup sur les chaînes de médias mainstream. D'ailleurs, il y avait beaucoup de vidéos qui se sont mises à circuler, et avec un discours qui était toujours juste et qui rappelait toujours l'essentiel à un moment où tout le monde partait en égarement par rapport à ça. Après, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Estelle par des amis communs, et puis de découvrir Se libérer de son moi toxique, qui pour moi est une œuvre de salubrité publique.
Pourquoi? Parce qu'en Occident aujourd'hui, ça fait partie de notre anthropologie. Finalement, la plupart d'entre nous se connaissent mal et vivent mal avec eux-mêmes. Alors, ça se traduit par exemple par les statistiques de consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, etc. On voit qu'il y a une souffrance diffuse dans le collectif et dont la racine tient au fait qu'il y a une anthropologie qui n'est pas comprise. C'est-à-dire que la plupart des gens, au fond, se rendent pas bien compte de ce que c'est que d'être un être humain et en plus ne se connaissent pas très bien eux-mêmes en tant que personnes. Et avec comme résultat que j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont dans une relation relativement conflictuelle avec elles-mêmes. Ça m'est aussi arrivé à certains moments de mon parcours, donc je peux l'apprécier de l'intérieur. Et donc, ce livre que j'ai trouvé tellement remarquable et tellement intéressant, je me suis dit, mais c'est essentiel d'en faire une masterclass, parce qu'on sait tous que lire un livre, ça peut effectivement être très inspirant, d'autant plus que celui-ci est très pratique. Il y a beaucoup de suggestions, d'exercices et de pratiques diverses. Mais qu'en même temps, quand on est seul dans son coin avec un livre, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même difficile de trouver la motivation, alors que dans le cadre d'une masterclass, on jouit de la présence d'un expert qui nous accompagne dans la compréhension et des suggestions. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de cette masterclass. Oui, alors oui, je voulais juste préciser une chose sur le livre. J'avais à cœur, quand j'ai écrit le livre, je me suis dit la psychothérapie, c'est quelque chose qui est coûteux financièrement. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire. Parfois, je vois des parents en pleine séparation qui doivent choisir financièrement entre emmener l'enfant chez le psychologue pour d'autres troubles ou des troubles liés à la séparation ou eux-mêmes. Et puis c'est pas toujours dans la culture de la famille, ça peut susciter de la culpabilité. Et donc l'idée c'était d'apporter déjà des clés pour commencer à défricher et de dire aux gens mais vous pouvez déjà faire une partie du boulot vous-même. Ça remplacera pas la psychothérapie qui est un dialogue privilégié avec une personne qui vous aide à faire une archéologie de tout ce que vous avez enfoui et qui authentifie ce que vous avez vécu quand vous avez honte, vous vous sentez coupable de le reconnaître, et puis qui va vous parer dans les moments où les prises de conscience vont être un peu difficiles et douloureuses. Mais déjà, ça permet de défricher des choses. Et c'est vrai que... Alors, moi, Marie-Estelle, j'ai deux questions. La première, c'est que dans l'inconscient collectif, si j'ose dire, utiliser ce terme-là, il est un petit peu flou, si on va voir le psy, c'est qu'on est fou. Je caricature. Volontairement, je caricature, mais je force un petit peu. Non, mais il y a caché ce fou que je ne saurais voir, oui. Ouais, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, je suis pas fou. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, et là, je pense qu'on va aborder le sujet que nous concerne ce soir. Ok, j'ai mon moi toxique, mais par quoi je commence? C'est quoi le début? Comment je repère que c'est de ma responsabilité? Comment je repère que par où je vais commencer à prendre la pelote le fil de la pelote pour justement arriver à tout dérouler? Alors la première question, c'est je ne suis pas fou pour aller voir un psy. Et après, il y a sous-entendu que c'est onéreux. Et donc là, il y a eu une politique gouvernementale en disant on va rembourser 26 € sur 3 séances pour 1 an. Enfin, un truc complètement débile de prise en charge qui n'est bon. Ça, c'est de la politique politicienne, mais ça a quand même un impact, le fait qu'on puisse pas rembourser les psys. Ça, c'est quand même un gros préjudice, je pense. La première question, je reviens là-dessus. Pardonnez-moi ces digressions, mais la première question, qu'est-ce que vous opposez à ces propos en disant j'ai pas besoin d'aller voir un psy, je suis pas fou? Alors, ce que j'oppose d'abord comme premier argument, c'est que la seule personne avec qui on est certain de passer toute sa vie et de mourir, c'est soi-même. Donc, si on la connaît pas ou qu'on l'ignore, il est possible que ça se passe pas très bien. Et dans la mesure où on est une personne et où on sait maintenant que le moi n'est pas maître en sa demeure, mais que nous avons tous un inconscient qui est aussi le précipité de l'inconscient des générations précédentes, savoir comment ça fonctionne, c'est pas mal. Ça ne viendrait à l'idée de personne, je vais vous donner une image très simple, d'acheter une maison sans l'avoir visitée. Ça ne viendrait à personne de rouler toute sa vie avec la même voiture sans aller faire de temps en temps un contrôle technique. Eh ben, savoir qui on est, savoir ne serait-ce que d'où on vient, quelle projection mes parents faisaient sur moi quand je suis arrivée, est-ce que je suis plutôt introvertie ou extravertie, bref, prendre le temps d'avoir une représentation consciente de qui on est et où est-ce qu'on se situe, autrement dit de savoir d'où on vient, c'est quand même beaucoup plus facile pour savoir où on va. Voilà. Parce que quand vous prenez un GPS pour vous diriger,
vous rentrez votre lieu, votre position de départ. Mais la psychothérapie, c'est un peu pareil. On peut pas s'orienter dans l'existence si on sait pas du tout qui on est. Et on voit bien que le fait qu'il y ait des phénomènes comme Parcoursup ou des demandes sur les jeunes de s'orienter dans la vie professionnelle alors qu'il n'y a pas eu une minute dans toute leur éducation de psychologie pour qu'ils déterminent s'ils sont plutôt chercheurs, s'ils sont plutôt créateurs, s'ils sont plutôt introvertis, s'ils sont plutôt extravertis. Et en fait, on leur demande de choisir les yeux bandés quelque part. On va leur demander de choisir en fonction de déterminismes sociaux, parce qu'on est médecin dans la famille, parce que papa a décidé que, parce que maman voudrait que. Et donc, est-ce que l'enfant, le jeune adulte est libre quand il s'oriente? S'il se connaît pas, il n'est pas libre. Donc, on a un inconscient. Et finalement, le connaître, c'est le meilleur moyen de diriger sa vie. Il n'est absolument pas question de pathologie là-dedans, en fait. Et le problème, c'est que effectivement, on a cet a priori en France un peu de cacher ce fou que je ne saurais voir. Donc, c'est très gênant qu'il y ait un psychisme, c'est très malaisant. Alors que c'est pas gênant d'avoir du diabète ou un cancer, mais c'est très honteux. Enfin, c'est moins honteux d'avoir une maladie soi-disant somatique que d'avoir un trouble psychologique. Et en fait, je crois qu'on a une anthropologie qui est faussée parce que on confond le fait d'être blessé et le fait d'être malade. Mais tout être humain, par définition, n'est pas tout puissant et c'est un être de relation. Donc, il a en lui des blessures. On a en nous des blessures et c'est à partir de notre manque à être, de notre finitude qu'on se rencontre. Parce que si j'étais une monade toute puissante, ça m'intéresserait pas du tout de discuter avec Jean-Dominique. Donc, c'est parce qu'il y a des manques que c'est intéressant d'avoir des relations et c'est pour ça qu'il y a du désir et c'est pour ça qu'il y a de la motivation à faire des choses. C'est parce qu'on n'est pas entièrement satisfait quand on arrive sur Terre. Donc le désir, il s'inscrit, il jaillit de cette finitude. Or, on croit que parce qu'on est dans la finitude et dans la blessure, on est forcément malade. Aujourd'hui, dans les manuels de psychiatrie, quasiment toutes les émotions d'un être humain peuvent correspondre à une maladie mentale. Mais quand quelqu'un est très déprimé parce qu'il vient de perdre un proche, pour moi, il est en bonne santé, si vous voulez. Ça veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'une épaule pour le secourir et d'un psychologue qui l'aide à faire ce travail de deuil et à réinvestir le plaisir de vivre malgré la perte. Mais il a certainement pas besoin qu'on lui donne des cachets en lui disant qu'il est dépressif. Il n'est pas dépressif, il est triste d'avoir perdu un proche, donc il est humain et il est dans l'affect. Et comme je pense qu'il y a cette confusion entre l'être humain est un être blessé, marqué par la finitude, qui peut avoir eu des souffrances qui ne sont pas réglées, qui ont laissé une empreinte, et il est malade, c'est psychopathologique, les gens veulent pas aller chez le psy parce qu'ils se disent ça veut forcément dire que j'ai une maladie mentale. Pas du tout. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout puissant et que parfois avoir quelqu'un avec qui on crée un espace pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, mais ça permet simplement de redevenir maître de sa vie, en fait. Jean-Dominique, un complément sur cet éclairage sur la psychothérapie comme une épaule fondamentale à oui, très volontiers. Cela dit, moi, j'ai évidemment un certain nombre de biais déjà parce que ma maman était psychanalyste, donc j'étais assez familiarisé avec l'univers psy depuis un assez jeune âge. Et puis parce que j'ai débarqué à l'âge adulte dans un état intérieur qui était vraiment pas optimal. Donc moi, j'étais pas en très bonne forme psychique à 20 ans. Et puis à l'âge où on est censé commencer sa vie d'adulte, et donc je me suis tourné vers de la psychothérapie pour comprendre ce qui m'arrivait et chercher à aller mieux, ce qui m'a été d'un immense secours. Et puis après, comme j'ai fait l'essentiel de ma carrière en santé publique, mais dans le domaine de la santé mentale, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une diversité psychique. Et Marie-Estelle a raison, on pathologise toujours tout en Occident. Et on parle aujourd'hui de troubles. Le trouble, c'est ce qui vient s'opposer à l'ordre. Donc il y a les troubles autistiques. C'est pareil avec la grossesse, d'ailleurs, tu noteras. Maintenant, quand une femme est enceinte, elle a l'impression d'être malade. Oui, exactement. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec des personnes, alors souffrant de maladies psychiatriques considérées comme graves, et dont on s'est aperçu à un moment donné que beaucoup d'entre elles connaissaient des améliorations significatives. Si je prends un exemple qui est le plus redoutable en termes de santé mentale, la schizophrénie, qui est une maladie qui fait peur à tout le monde et qui effectivement peut être très violente pour ceux qui en souffrent, mais on a observé à un moment donné que 1/3 des personnes ayant eu des épisodes de psychose, de bouffées délirantes n'en ont plus jamais,
qu'un tiers d'entre eux vont faire des alternances entre des améliorations et des péjorations, et puis un tiers d'entre eux, effectivement, vont se chroniciser d'une manière difficile. Mais donc ça veut quand même dire que 2 tiers des personnes schizophrènes peuvent reconstruire une qualité de vie, et ça a été mon domaine de spécialisation, c'est-à-dire les processus de rétablissement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour vivre avec un trouble bipolaire, avec un burn-out qu'on a traversé, en ayant connu des addictions, d'une manière qui n'est pas juste la fatalité de répétition de la souffrance. Et ce qui est extraordinaire, parce qu'on connaît l'adage qui peut le plus, peut le moins, c'est quand on voit ce que ces personnes ont trouvé pour devenir des bipolaires heureux, eh ben, je vous promets qu'il y a des choses qui sont applicables à tout un chacun. Parce que si tout le monde n'est pas bipolaire, on a tous un psychisme. Et donc, les découvertes qu'on peut faire à certains endroits peuvent tout à fait extrapoler à d'autres. Et là, effectivement, dans l'exemple de la dépression, si on accepte réellement qu'on a vécu une dépression et qu'on n'a pas honte de cette dépression et qu'on est allé explorer et pas seulement la maquiller avec des antidépresseurs, mais on est transformé. C'est-à-dire que quand on lâche prise et qu'on accepte sa souffrance psychique à un moment donné, mais justement qu'on l'accepte et qu'on l'accueille, et c'est tout l'objet de ce livre, comment je m'assois avec mon émotion ou avec ma souffrance justement pour la transformer, on peut ressortir incroyablement allégé et grandi d'une dépression. Moi, j'ai évidemment été très déprimée quand j'ai compris que ma mère ne m'aimait pas et quand je suis sortie de la maltraitance, et je suis sortie littéralement essorée. Je faisais 35 kilos et je ne savais plus à quoi j'étais utile. Mais quand on accepte ça, je me suis reconstruite sans aucune médication, et je me suis reconstruite en réapprivoisant la totalité de ma vie, en fait, mais en faisant fond sur mes ressources imaginaires, mes ressources spirituelles. Et c'est vraiment de ça dont je parle dans le livre, c'est que, en fait, le moi toxique, c'est notre ombre. Et que si on s'assoit et qu'on regarde cette ombre, on peut trier et on peut mettre de la lumière là-dedans. Pardon, je t'ai coupé, Jean-Dominique. Non, mais écoute, merci. Et puis l'autre élément, merci Frédéric de poser cette question effectivement très courante. Mais l'idée qu'il y ait une normalité de gens qui vont très bien tout le temps, c'est une telle fiction. Et d'ailleurs, le grand psychanalyste Jacques Lacan avait cet aphorisme redoutable. Il disait de tous les diagnostics, le pire est la normalité parce c'est un diagnostic sans espoir. C'est-à-dire que la souffrance psychique fait partie de la vie. Les défis intérieurs, émotionnels, cognitifs, relationnels, existentiels font partie de la vie de tout un chacun. Et finalement, cette espèce de fausse pudeur où ça serait honteux de dire que on a envie d'aller voir, que on est limité à certains endroits, qu'on n'est pas aussi parfait qu'on aimerait l'être tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est une telle fiction par rapport à la réalité de qui nous sommes que là, faut vraiment remettre l'église au milieu du village et dire qu'au contraire, c'est beaucoup plus honorable de se dire à un moment donné, bah finalement, je patine dans certains domaines de ma vie où j'ai envie de mieux me connaître, et donc je vais voir quelqu'un et je me fais accompagner, que de prétendre que tout va bien, que moi je suis normal et que j'ai besoin de personne, je veux dire. Oui, c'est une fake news en fait. C'est vraiment, en fait, c'est notre orgueil qui fait qu'on a tellement peur de s'effondrer que on préfère se dire circuler, il y a rien à voir et je vais bien tout le temps. Alors qu'un être humain vivant, vous observez un bébé, et ben un être humain vivant, il a des moments où il est bien, des moments où il est tendu, des moments où il est pas bien. Et la normalité, c'est certainement pas le fait d'être lisse et d'être tout le temps pareil. Ça, c'est quand on est devenu un robot parce qu'on s'interdit de vivre. Alors, fort de tout cela, une fois qu'on a campé le décor sur ce qu'est la psychothérapie, l'utilité d'être accompagné, l'utilité de voir que notre environnement n'est pas forcément le plus bénéfique pour nous, que nous sommes responsables, qu'on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, que l'autre n'est pas forcément le coupable. Je reviens à ma deuxième question, c'était par où je commence, Marie-Estelle? Parce que moi, je suis sûr, avec mon expérience, mon vécu, que j'ai un moi toxique qui m'empêche d'être ce que je voudrais être, ou je n'ai pas vu la personne que j'aurais voulu être. Enfin, je n'ai pas eu la révélation, pas au sens apocalyptique évidemment, mais au sens psychologique du terme. Je vois beaucoup de questions passer. Par quoi on commence? Beaucoup disent déjà avouer qu'on est faible, qu'on a des faiblesses. Pas qu'on est faible, pardon, qu'on a des faiblesses. Est-ce que ça peut être le premier pas vers une espèce de révélation? Je pense toujours, on en avait parlé avec Jean-Dominique, c'est les fameuses quatre
comment dire, les quatre propos qui sont tenus souvent. Je sais ce que je sais, je ne sais pas ce que je ne sais, je ne sais pas ce que je sais et je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et donc, par où commencer, Marie-Estelle? Par où commencer? C'est surtout je pense que déjà, faire la démarche d'arrêter de se fuir et de passer 90% de son énergie et de son temps à essayer de ne pas voir ses fragilités en étant dans des compensations matérielles, des addictions, un besoin de reconnaissance dans une quête effrénée de followers, ou de célébrités ou d'argent, etc. Bref, d'arrêter de compenser et s'autoriser à dire, mais en fait, qu'est-ce que je fuis et de quoi j'ai peur? Je crois que le fait d'admettre quelles sont nos peurs, et elles sont pas les mêmes chez tout le monde. Il y a des gens qui ont très peur de la solitude, mais il y a des gens qui préfèrent être seuls que risquer de décevoir quelqu'un en couple. Donc, admettre où j'en suis aujourd'hui par rapport à mes peurs, de quoi j'ai vraiment peur, qu'est-ce que je m'avouerais si j'arrêtais de me mentir à moi-même et que j'arrêtais de mettre 80% de mon énergie à me raconter des salades sur moi-même parce que j'ai honte de me dire que je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est déjà un bon début. Et vous pouvez observer les émotions qui se répètent, c'est-à-dire qu'on a tous une sorte d'état d'être. Joe Dispenza le dit très bien, on en parle dans nos annexes, Jean-Dominique. On a tous un état d'être de base, il faut observer cet état d'être de base. Est-ce qu'il est plutôt nonchalant? Est-ce qu'il est plutôt anxieux? Est-ce qu'il est plutôt déprimé? Et à partir de cette sorte d'émotion chronique et de fond d'écran qui est le vôtre, vous allez commencer à faire des liens. Vous allez dire, ah mais tiens, c'est marrant parce que en fait, quand j'étais petit, mon père faisait toujours cette gueule-là le matin. Et puis, tiens, en fait, j'ai toujours cette peur, l'angoisse. J'ai des patients qui me disent, je me réveille le matin, j'ai l'impression que l'angoisse m'attend à côté du lit. Donc, eux, ils savent qu'ils ont un état d'être anxieux. Et vous l'acceptez, vous paniquez pas. C'est le point de départ. Vous en êtes là. Vous vous jetez pas sur des cachets. Vous acceptez cet état d'être. Et vous regardez les peurs qui composent ça et de quelle manière ça vous fait rejouer. Cet état émotionnel déclenche des pensées qui sont souvent identiques. Et ces pensées souvent identiques déclenchent des interactions qui sont souvent identiques. Et là, quand je vous dis ça, vous devez penser peut-être à des situations. Alors ça peut être professionnel. Je me sens toujours illégitime quand je vois mon N+1. Ou voilà. Et donc des choses chroniques et des boucles en fait, des boucles négatives qui se répètent. Et là, vous allez pouvoir commencer à travailler dessus. Alors on donne plein d'outils dans la masterclass, je donne plein d'outils dans le livre. Ça passe par déjà repérer quelles sont nos blessures. Est-ce qu'on est plutôt marqué par la blessure de rejet, par la blessure d'abandon, par la blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice. Ces blessures sont très bien décrites par Lise Bourbeau, dont je parle abondamment dans la masterclass, plus que dans le livre d'ailleurs. Et en fait, si on comprend où est-ce qu'on est blessé, qu'on réagit à partir de la blessure, je dis n'importe quoi, un garçon qui a été très rejeté par son père parce que son père se mettait toujours en rivalité avec lui, il est marqué par le rejet du père et en fait, il va s'apercevoir que ce schéma s'active dans ses relations et qu'il a le masque, qu'il porte un masque très fuyant peut-être, parce qu'il a tellement peur d'être rejeté qu'il fait quoi ? Il rejette avant qu'on le rejette. Et donc, il est prisonnier de ce truc parce que quand il tombe amoureux, il a tellement peur d'être rejeté qu'il rejette avant d'être rejeté. Donc, il remet en place le truc qui lui a fait mal. Et évidemment, on fait tous ça parce qu'on a tous des blessures. Et tant qu'on n'a pas guéri la blessure de rejet, on va revivre ou faire revivre du rejet. Tant qu'on n'a pas guéri la blessure d'humiliation, on va se remettre dans des situations où l'autre se permet de nous humilier. En fait, une fois qu'on comprend ça, c'est génial parce qu'on voit l'écart entre le masque qu'on porte et la personne qu'on aimerait être vraiment, mais qu'on ne peut pas s'autoriser à être tellement on a peur de se faire mal. Donc déjà, essayer, dans un premier temps, si je comprends bien, identifier ses peurs et ses blessures. Et peut-être vérifier que nous ne sommes pas en train de reproduire des schémas. Identifier ses peurs, voilà. Identifier les pensées automatiques, les croyances automatiques qui sont générées par les états émotionnels répétitifs. Identifier quelles blessures vous avez. Et là, vous n'avez même pas besoin d'aller chez un psy. Vous prenez le bouquin de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il est remarquable. Il est très, très bien. Il est très puissant au sens où malgré les années qui passent, il continue d'être très juste et il est robuste. Je veux dire, il est stable dans le temps. Et puis,
éventuellement, vous allez faire un petit test de personnalité si vous n'arrivez pas à l'identifier vous-même pour savoir quel type de personnalité vous avez. Parce que si on vous a toujours raconté que vous étiez quelqu'un de timide, parce que personne n'a été capable de voir dans la famille que vous étiez quelqu'un d'introverti, mais pas quelqu'un de timide, vous allez avoir des complexes, par exemple, ou vous en vouloir de certaines choses, alors que votre manière de traiter le réel, c'est d'être introverti, c'est-à-dire que vous vous ressourcez en étant seul, alors que l'extraverti se ressource avec les autres. Mais déjà, une fois que vous avez compris ça, vous avez plein de complexes qui tombent. Donc, savoir quel est son type de personnalité. Alors, le MBTI, c'est pas mal. Le quoi ? On en parle dans la masterclass de ce questionnaire qui est accessible en ligne, qui met 20 minutes sur Internet gratuitement. On évalue pas mal sa personnalité, mais je dirais que c'est très utile. Hein. C'est très utile pour les orientations scolaires notamment. Mais c'est plutôt la personnalité comportementale. Ça vous donne pas accès à votre personnalité profonde. La personnalité profonde, c'est celle qui est déterminée par nos grands traits psychologiques et surtout par quel type d'angoisse vous avez et quel mécanisme de défense vous avez. Et ça, c'est vraiment intéressant de l'identifier. Et c'est vraiment sympa quand on est adulte et que en fait, on s'aperçoit qu'on commence à faire le bilan et qu'il y a des choses qui se répètent, de s'offrir juste un bilan de personnalité chez un psychologue qui va vous faire passer un Rorschach et 2-3 tests de personnalité profonde. Et en fait, vous allez être soulagé de voir, bah oui, ça ressort dans le test que j'ai cette angoisse de séparation. Et donc, c'est cette angoisse de séparation qu'il faut que je bosse parce que c'est elle qui fait que je fais des bêtises dans mes relations, etc., etc. Donc, connaître son type de personnalité, c'est déjà très, très, très libérateur. Moi, quand j'ai accepté que j'avais des compétences sociales, mais que j'étais introvertie, alors que tout le monde, par mes compétences sociales, me pensait extravertie, ça m'a énormément soulagée, ça m'a posé sur quelque chose. Et j'ai assumé que j'avais besoin d'être seule à certains moments. D'accord. Ouais. Peut-être avant, peut-être que Jean-Dominique voulait abonder dans ce sens. Vous avez quelque chose ? Ça, de toute manière, j'ai peu de désaccords avec Marie-Estelle quand elle parle de psychologie humaine. Mais je crois que ce qui est aussi très important, c'est de remettre une perspective positive dans le travail de rencontre avec soi-même. Dans toutes les cultures au monde, sauf la nôtre, on considère qu'il est profondément honorable de chercher à se connaître. Et d'ailleurs, ça existe aussi chez nous de manière profane. Regardez à quel point les gens sont friands d'horoscopes ou de tarot. Si j'arrive avec un jeu de tarot, puis je dis « Ah, Frédéric, je vais pouvoir vous raconter quelque chose sur votre personnalité, vous allez adorer. » Pourquoi ? Parce que c'est très sain, naturel et conforme à qui nous sommes d'être intéressé à découvrir des choses sur nous, sachant que on a des zones d'ombre, on a des erreurs de perspective, des zones aveugles, etc. Donc, et c'est vraiment uniquement en Occident qu'on part du principe que pour s'engager dans une démarche de cet ordre, il faut aller mal et être malade, et c'est la seule justification possible au fait de faire un trajet, un parcours dans cette direction, et c'est juste complètement absurde. Là, c'est même un contresens, en fait. Parce Absolument. Que si tu sais comment ta voiture fonctionne, tu as moins de chances d'avoir un accident quand même. Aussi. Et une des choses qui m'a beaucoup plu dans le livre de Marie-Estelle, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé avec des groupes d'entraide de personnes souffrant de difficultés psychosociales ou psychiques et qui s'entraident mutuellement pour aller mieux. Et ils utilisent notamment toutes sortes de petits processus d'introspection, de rencontre avec soi-même, d'inventaire, si je regarde en moi, quelles sont les émotions dans lesquelles je suis le plus souvent, qu'est-ce que je découvre, est-ce qu'il y a certaines émotions qui me mettent en fragilité par rapport à un comportement problématique, est-ce qu'il y a des fois où je surréagis dans des circonstances où objectivement, je me dis que c'est pas plus grave que ça. Et donc toutes ces propositions extrêmement pragmatiques. Alors évidemment, faut pas confondre une masterclass ou le contenu d'un livre avec une psychothérapie, c'est des choses différentes. Mais sans forcément avoir besoin d'une psychothérapie, on peut tout à fait se pencher sur soi-même d'une manière qui soit pas nombriliste ou égotique, mais en se disant finalement l'être humain que je suis, qui est quand même un mystère à bien des égards, ça peut être bénéfique pour moi et pour les relations que j'entretiens avec les autres de chercher à mieux me connaître. Et donc voilà, moi je tiens vraiment à requalifier la justesse et la saine ambition de cette perspective. C'est tout le contraire de quelque chose de honteux que de vouloir mieux se connaître. Mais je crois même que c'est le meilleur cadeau de mariage qu'on puisse faire à quelqu'un, d'avoir fait 6 mois de thérapie, et le meilleur cadeau de naissance qu'on peut faire à nos enfants, de savoir
Enfin, moi, si j'avais pas bossé sur moi, je me serais même pas autorisée à être mère parce que j'aurais eu trop peur de faire revivre à mes enfants ce que j'avais vécu. Donc, je crois qu'il faut aussi, moi, mon objectif, c'est aussi de dire aux gens, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin d'un psy toute votre vie ou d'un coach pour tout. Ou vous pouvez faire plein de choses sans le psy. Vous êtes capable d'eux. Faut juste réactiver une compétence chez vous, qui est la compétence de la pleine conscience, tournée vers l'intérieur de vous-même et d'éclairer, ce que dit Thich Nhat Hanh, d'éclairer avec la lampe de la pleine conscience notre monde intérieur. Simplement, il y a une atrophie de cette compétence en Occident parce que tout est extériorisation. On cherche tout le temps à ce que le monde extérieur nous amène de quoi ne pas nous sentir vide et ne pas nous ennuyer. Ce qui fait qu'on ne développe pas notre imaginaire. On veut toujours que les enfants aient plein d'activités extrascolaires alors que quand ils s'ennuient, ils inventent un nombre incalculable d'histoires qui sont ensuite des ressources pour lutter contre les angoisses. Et donc simplement, si on active cette capacité qui est à tort vu comme du nombrilisme, alors qu'à côté de ça, c'est pas du tout mal vu de chercher frénétiquement des followers sur Instagram. On va énormément se simplifier la vie et ça coûte pas cher. Voilà. Après, la question corollaire à cela, c'est qui est souvent posée, comment trouver un bon thérapeute? Ça, c'est peut-être que c'est un vaste sujet. Je sais pas si on va l'aborder, mais en tout cas, c'est ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'un bon thérapeute, c'est pas un bon dentiste. C'est-à-dire qu'il suffit pas qu'il ait une expertise technique. Il faut que ce soit une rencontre. C'est ça. Et moi, j'avais beau avoir un réseau de par l'école que j'avais faite, etc. C'était pas difficile d'avoir accès à des annuaires de psy pour moi. J'ai mis des années. Ma toute première psychologue était une femme extraordinaire, mais pour des raisons qui étaient propres à sa vie, à elle, j'ai pas pu continuer. Et après, j'ai mis énormément de temps à trouver quelqu'un de bien. Donc là encore, faites-vous confiance, posez-lui des questions. Si vous sentez qu'il est dans le jugement, si vous sentez qu'il s'endort pendant la séance, c'est surtout si vous sentez que parce qu'il est psy, il se permet d'être en position de sachant ou condescendant, c'est pas la peine, c'est pas ça que vous cherchez. Donc il ne faut pas hésiter à en explorer de nouveau. Oui, il faut sentir votre vibration et sentir que ça va être un compagnon de route, un passeur qui se met pas au-dessus, qui se met plutôt derrière, juste à côté, comme un passeur de montagne qui fait que vous n'allez pas tomber dans le ravin si jamais vous trébuchez, mais qui à aucun moment ne prétend savoir à votre place. Voilà. Et si vous sentez cette condescendance, c'est pas la peine parce qu'il va vous faire revivre du traumatisme. C'est-à-dire qu'il va répéter ce que votre parent critique intérieur vous dit, qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc faites-vous confiance et essayez plusieurs. Et puis surtout, ne pensez pas que le travail sur vous passe que par le mental. Je pense qu'on a tous des sensibilités qui sont différentes et que pour certains, l'introspection, elle passe par quelque chose de beaucoup plus corporel aussi, qui peut être une porte d'entrée. Moi, je crois qu'il n'y a pas de psychisme sans incarnation. L'être humain, c'est d'abord un corps, c'est d'abord une incarnation, c'est d'abord des liens physiques entre une mère et son bébé. Et finalement, notre corps, c'est la bibliothèque de notre inconscient. Et on sait très bien par nos somatisations diverses que tout ce qu'on n'a pas réglé s'exprime dans notre corps. Et les émotions, c'est exactement la preuve qu'on est une unité psychosomatique, puisqu'une émotion, c'est tout autant un phénomène physiologique qu'un phénomène psychique. Donc, si au moment où vous voulez le faire, vous trouvez pas le bon psy près de chez vous pour vous, vous pouvez aussi aller travailler autrement. Vous pouvez aller travailler par des approches corporelles qui vont vous ouvrir des accès à votre inconscient. La seule chose qui doit être absolument non négociable, quel que soit le spécialiste que vous choisissez, que ce soit un hypnothérapeute, un acupuncteur, un kinésiologue, un psychanalyste, peu importe, c'est qu'il ait une éthique professionnelle absolument irréprochable et qu'il accepte de vous répondre quand vous lui demandez de quelle manière il a travaillé sur lui. D'accord, ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que par omission, on peut tomber sur des psys qui n'ont pas bossé sur eux et c'est quand même un problème. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité de supervision aussi, que les psys soient aussi contrôlés. Comme dit très bien Jean-Dominique, que le psy soit work in progress. C'est-à-dire que moi, j'ai pas honte de dire que avec mes 40 ans, mes 3 enfants et mes 16 ans de travail en libéral, évidemment que je ne suis pas arrivée. J'ai encore du travail à faire sur moi,
J'ai encore des domaines où il y a des trucs à régler, mais le fait de savoir que c'est en cours de traitement, ça fait que quand un patient m'amène cette problématique, je projette pas sur lui mes problèmes et je suis capable de ne pas me confondre avec le patient. Et c'est quand même très important. Ce qui est extrêmement rassurant dans vos propos, c'est que nous ne sommes pas confinés, le mot qui est en dehors du contexte, bien sûr, nous ne sommes pas confinés au psy. C'est-à-dire que si, comme je vois passer beaucoup de questions, est-ce que je peux aller voir un hypnothérapeute? Est-ce que je peux aller voir un sophrologue? Est-ce que je peux aller voir ma belle-sœur? Est-ce que je peux aller voir... Alors non, pas votre belle-sœur. Vous la connaissez pas, elle est très bien. Non. Justement, jamais quelqu'un... moi, c'est pour ça que souvent, on me dit, mais tu peux me prendre en thérapie? Je dis, ben non, parce qu'on s'est vu dans un contexte de fête ou de mariage ou d'anniversaire. Et donc, il faut vraiment que la possibilité de tout dire soit intacte, et donc pour ça qu'on sache que la personne elle est en dehors de nos cercles. D'accord. Parce que sinon on va se censurer dans ce qu'on dit. Voilà. Après, il y a des moments où certaines approches sont indiquées, d'autres pas. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître les indications. Il y a une mode de l'EMDR. Le MDR, c'est pas indiqué pour tout le monde tout le temps. Donc, demandez aussi aux praticiens si vous correspondez aux méthodes qu'il applique. Et il y a des moments, moi j'ai des patients qui viennent quasiment avec une demande de psychanalyse, mais le moment n'est pas de faire de la psychanalyse parce qu'ils vivent une tempête tellement violente dans leur vie présente qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts et qu'ils ont plutôt besoin de soutien, d'étayage et de thérapie en face à face par la parole, avec beaucoup de retours de ma part, plutôt que de quelqu'un d'assez silencieux qui les laisse se perdre dans les méandres de leur inconscient. Donc il y a aussi un temps pour tout. Et il y a des moments où on peut creuser, et puis quand c'est vraiment la tempête, il faut un thérapeute qui sache vous renvoyer des choses que vous pouvez utiliser tout de suite. Le MDR, c'est la Eyes Movement, enfin, c'est une technologie, parce que Jocelyne vous pose la question, mais on ne va pas rentrer dans le détail de cette technique. C'est une thérapie brève qui permettrait de reconfigurer un petit peu les expériences traumatiques dans le cerveau, mais pour le dire vite, mais ça, si vous voulez, vous pouvez pas vous contenter de MDR quand vous avez par exemple un vécu de maltraitance infantile, parce que ça va pas fonctionner sur des schémas qui se sont enquistés pendant longtemps. Voilà. D'accord. Jean-Dominique, justement, de votre expérience, peut-être que vous vouliez intervenir sur ça, mais ma question de votre expérience, est-ce que vous avez la sensation qu'il se dégage dans l'observation de votre prochain, voire même du suivant, est-ce qu'il y a des typologies qui apparaissent par rapport à certaines approches? Est-ce que vous auriez un conseil à donner? Vous avez développé un programme qui s'appelle NeuroWisdom. Est-ce qu'il y a des typologies particulières qui sont propices peut-être à plus la méditation, plus la cohérence cardiaque, plus l'hypnose, etc. Je caricature un tout petit peu, mais est-ce que vous avez des orientations à nous donner? Ah oui, très volontiers. Peut-être juste un tout petit rebond sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, il y a beaucoup d'écoles de pensée dans le domaine de la psychologie, et comme toujours, il y a des esprits de clocher, il y a des querelles de chapelle, il y a des disqualifications et des anathèmes réciproques parfois entre les psychanalystes, les systémiciens, les cognitivo-comportementalistes de première, deuxième, troisième génération, la psychologie positive, la thérapie des schémas. Et en fait, on a pas mal d'études sur l'efficacité des pratiques respectives, et vous savez laquelle est la meilleure? C'est pas la technique, c'est le thérapeute. C'est l'alliance thérapeutique. C'est la qualité d'être du thérapeute. C'est la personnalité compassionnelle, rigoureuse, cadrante, ouverte, non jugeante, qui ne flaque pas des interprétations. Et ce sont toutes ces qualités qui font un bon thérapeute, qui font que quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous allez pouvoir être bon pour vos patients. Oui. Et vraiment, je trouve que c'est patent, et de nouveau, je me permets de le souligner, mais pour moi, ce qui m'a frappé chez Marie-Estelle, c'est que sa parole publique est soignante. Quand elle intervient sur un plateau, ça fait du bien à tout le monde parce que ça remet l'église au milieu du village. Pas à tout le monde, hein. Non, d'accord. Mais parce que c'est une parole humanisante. Et après, dans les programmes de formation, parce que alors effectivement, la thérapie c'est une chose, les formations c'en est un autre, mais au fond, pour moi, le plus intéressant aujourd'hui, et on retrouve ça dans le livre Se libérer du moi toxique, c'est bien sûr qu'il est important à certains moments de travailler sur les contenus de notre expérience. On a tous des bagages plus ou moins douloureux, des expériences qui n'ont pas tourné comme on le voulait, des défis de savoir qu'est-ce qu'on fait des zones d'insatisfaction qui peuvent rester ou se présenter dans nos vies. Et puis,
il y a une méthodologie du vivant qui concerne plutôt comment je rencontre ce qu'il y a dans ma vie, que ça soit contrariant ou plaisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a les contenus qui, bien sûr, connaissent une certaine diversité et qu'il faut pouvoir rencontrer à certains moments, d'où le travail d'inventaire, de se demander mais comment c'était dans ma famille, quelles relations j'avais avec mes frères et sœurs, quelles ont été mes premières expériences amoureuses, de quoi est-ce que je rêvais quand j'étais jeune et qu'est-ce que ma vie professionnelle est devenue entre-temps, avec quel genre d'amis est-ce que je m'associe, est-ce que j'ai l'impression d'être bien à ma place dans mes cercles de sociabilité, tout ça c'est des questions très importantes sur le fond. Et puis après, il y a la question sur comment est-ce que j'habite ma conscience et mon psychisme et est-ce que je suis conscient des pouvoirs d'agir dont je dispose. Oui. Et là, la formation de Marie-Estelle est très pédagogique parce qu'en fait, sans même nous en rendre compte, nous avons des plis ou des schémas de pensée qui nous conduisent à nous enfoncer, et c'est bien ça le moi toxique, c'est-à-dire de faire d'une situation qui est neutre ou qui a peut-être un certain potentiel, quelque chose qui par définition va amplifier mon mal-être ou mon sentiment que j'arrive jamais à obtenir ce que je veux, ou que je suis pas adéquat, ou que je suis pas à ma place. Et ça, alors la matière a énormément progressé, mais par exemple, ça vous intéressera peut-être Frédéric, mais quand on étudie les processus de robustesse mentale des sportifs, on voit qu'ils ont développé des aptitudes extraordinaires à faire face à l'adversité sans se décourager, sans se dire qu'ils sont nuls ou qu'ils y arriveront pas. Parce que pour eux, s'ils entrent dans ce genre d'état d'esprit, ils sont fichus d'avance. Et malheureusement, je dois dire que la France, alors je suis désolé, à l'âge que j'ai, je peux me permettre d'être un peu nostalgique, mais dont je garde l'idée avec Louis de Funès, Johnny Hallyday, Carlos et je sais pas qui, que c'était un pays d'insouciance et de joie de vivre, est devenu d'une toxicité dans le sens de râler, de toujours voir le mauvais côté des choses, de ne croire en rien, vraiment il y a une espèce d'effondrement, de perte de conscience de la beauté et de la richesse de ce pays et de toutes les personnes qui la composent. Et là, il y a un enjeu qui est aussi bien individuel et collectif. Là, on sort du moi toxique, on est dans l'inconscient collectif toxique. Dans le nous toxique. Pour moi, une symptomatologie dépressive collective. Il y a une dépréciation de soi, une image mélancolique de soi, une haine et un rejet de soi, effectivement, très très important à l'échelle collective. Mais là, c'est le sujet d'un autre webinaire. Donc par où commencer? Ben moi je propose assez simplement dans la masterclass et dans le livre de faire des bilans. Vous prenez n'importe quel bilan, n'importe quel domaine de votre vie, vous prenez votre domaine professionnel si ça vous effraie moins, votre domaine sentimental, etc. et vous faites le bilan et j'indique vraiment pas à pas dans le livre et dans la masterclass comment on fait un bilan soi-même tout seul, papier, crayon, de là où on en est et le simple fait de le poser, vous allez vous apercevoir qu'il y a les choses n'arrivent pas par hasard et que l'événement C est bien la conséquence de l'événement B qui était lui-même la compensation de l'événement A. Et là, vous interrompez en fait les cercles vicieux parce que dès que vous le conscientisez, vous dites ok, donc j'arrête, je fais une détox sentimentale jusqu'à ce que j'ai réglé le problème racine. Et là, je pourrais à nouveau me permettre de choisir quelqu'un en espérant, je pourrais me permettre de choisir quelqu'un parce que j'aurais diminué les chances de faire encore une grossière erreur de casting. Jean-Dominique, vous aurez la gentillesse de nous indiquer, ou Marie-Estelle, peut-être accompagné avec le replay, des bilans qui nous permettent, ou bien c'est dans la masterclass qu'on va évoquer un petit peu tout à l'heure. D'accord. Alors justement, je suis en train de finaliser le manuel de la masterclass qui est composé en grande partie d'extraits du livre de Marie-Estelle, Se libérer de son moi toxique, et où on a recopié l'ensemble des propositions qui figurent dans le livre. Et donc, ça veut dire que chaque personne... On a mis les exercices principaux. Voilà, exactement. Et donc, ça veut dire que... Alors après, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est comme un menu au restaurant, tu vois. Tu peux dire, est-ce que c'est plutôt ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie émotionnelle, ma vie familiale qui m'intéresse. Et à partir de là, il y a plein de propositions pour se mettre en chemin, vraiment à sa guise, mais
je veux dire, c'est quand même un modèle qui est assez courant aujourd'hui. On trouve pas mal de livres de développement personnel qui reposent sur ce principe. Et quand les suggestions de questions à se poser à soi-même ou d'inventaires à faire sont bonnes, franchement, ça permet de faire des chouettes découvertes et même par moments d'avoir des prises de conscience transformationnelles. Oui, moi j'avais envie un peu de prendre les gens par la main et de leur dire mais venez, vous allez voir, parce que moi j'ai été tellement émerveillée par ce qu'a fait pour moi la psychothérapie en fait, ce que ça a fait, moi ça m'a sauvé complètement la vie de travailler sur moi en fait, et j'ai pu créer une vie que j'aime. Ça veut pas dire que tout est réglé, mais ça veut dire que je ne changerai pas ma vie contre celle de quelqu'un d'autre, et je pense que le bonheur c'est de désirer ce qu'on a déjà, donc j'avais vraiment envie de prendre les gens par la main et de leur dire mais arrêtez avec cette croyance occidentale que réfléchir sur soi, c'est hyper flippant et que vous allez tout de suite tomber sur un loup dans le placard. Donc je suis là, il n'y a pas de loup, j'ai survécu, vous pouvez le faire aussi. Et en me distinguant d'une dérive qui existe quand même, je trouve, dans le développement personnel, c'est que parfois, le développement personnel, c'est un peu l'alibi qu'on prend justement pour se victimiser et se renforcer dans quelque chose de très individualiste en Occident. J'ai envie, donc j'ai le droit. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on atteint le bonheur. Je crois que le bonheur passe quand même par la liberté intérieure et qu'il faut pas se raconter que la liberté intérieure, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose d'exigeant. Mais c'est le prix du bonheur, je crois. Déjà, de bien nommer les choses, c'est ça? Tout à fait. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus.